complexité ligamentaire. Et il est là pour une évaluation du NUM sur un prolapsus. Anomalie qui ferait penser à anomalie du tissu élastique, aussi bien ophtalmologique. Il a une histoire aussi d'œsophagite, de gastrite par glissement, une hernie diaphragmatique. Donc, mais plutôt très, on va dire, polysymptomatique. Une IM qui est pas sévère, mais l'aspect de la valve est à étudier. D'accord. Alors, vous savez, c'est une coupe chère à Eric Abergel. Hein. C'est son premier papier, AMJ Cardiole. Faut pas que je dise les années, hein, sinon il sera pas content. C'est ce qu'il a dit ce matin aussi. Hein. Donc là, je me donne une idée sur le diamètre du ventricule gauche, hein, d'emblée, pour voir si je vais retrouver un peu la même chose en parasternal. Donc on part sur un ventricule qui a priori n'est pas dilaté, hein, juste pour avoir une petite idée. J'en profite pour regarder le ventricule droit. Est-ce qu'il n'est pas épais? Donc il ne paraît pas épais, il ne paraît pas dilaté. Il faut aussi analyser la cinétique segmentaire qui... Je trouve que la paroi diaphragmatique du ventricule droit, elle est un petit peu hypokinétique. Alors comment ça se fait que j'ai pas de QRS? Oh là là, ouais, c'est... Si Eric me voyait travailler sans électro, c'est que j'ai été son interne, il m'engueulerait. Hein. Ah, voilà. Comment? Alors, quand j'ai du mal à trouver la veine cave inférieure en sous-costale, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais une transe hépatique. Ah ouais, on voit très bien. Voilà. Et c'est une coupe qui permet de bien voir la veine cave, vous voyez, qui est fine, qui vous permet aussi d'interroger les veines sus-hépatiques et de chercher la aorte en même temps. En tout cas, la veine cave, elle est fine. Ok. Ensuite, c'est mes habitudes de soins intensifs. Je regarde la suprasternale. Je commence toujours par la sous-costale, puis la suprasternale. Donc je vois une crosse qui n'est pas dilatée. Je fais un flux en Doppler pulsé. Et comme ça, après, on ne se pose plus de questions sur la PVC. Est-ce qu'on peut avoir le son de la machine? Ah, on monte le son. Bon, ça aussi, c'est intéressant pour des ateliers comme ça, de voir un petit peu les habitudes de chacun. Les habitudes de Pierre, c'est qu'il travaille à gauche. Et voilà, il commence par la sous-costale, puis la suprasternale. Et de toutes les façons, on se rejoint tous un petit peu. Donc l'essentiel, c'est de faire toutes les coupes et toutes les incidences. Et voilà, d'être systématique dans notre examen. C'est ça le plus important. Alors vous voyez, je comprends Eric qui n'aime pas tellement l'effet télédiastolique. C'est que parfois vous pouvez en trouver alors qu'il n'y a pas d'insens aortique. Hein. Donc c'est pas un indice très très robuste. Mais c'est intéressant d'interroger systématiquement. Comme ça, j'ai éliminé une coarctation. Hein, voilà. Un anévrisme de la crosse, une dissection de la crosse. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous tourner vers moi, monsieur? Voilà, merci. Alors, on commence par la parasternale. On va faire quelques mesures du ventricule gauche. Voilà. Alors c'est vrai que le TM, on a tendance à le délaisser souvent par commodité.
c'est vrai qu'après il faut se dépatouiller avec tous les échos. Donc un septum à 7 mm, un diamètre du ventricule gauche à 5 cm. Vous voyez, j'avais un peu la même mesure en sous-costal, donc c'est cohérent. Une paroi postérieure donc à 0,5. Et puis on va faire une télésystole en espérant avoir un bon écho. Un diamètre télésystolique, hein, quand on évalue une instance mitrale, hein, c'est le diamètre pronostique. Oui. 2,9 cm. Hein. Donc vous voyez, on est bien en dessous des cutoffs s'il y avait une IM. En tout cas, des cutoffs où on commence à s'interroger sur... Donc retenez les amis, quand on évalue une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique, donc il faut que le diamètre télésystolique du ventricule gauche figure dans votre rapport, c'est important. Donc on va prendre un anneau, une dimension sous-aortique, 2 cm. Et puis on va interroger l'aorte, hein, parce qu'on est sur une dystrophie, une valve un peu myxoïde, mitrale, hein, donc il faut bien évaluer l'aorte. Hein, dans le cadre des associations Marfan-Barlow. Et donc la racine aortique sinus. Voilà. La jonction, elle est là. Vous voyez, valve aortique fermée. Et ensuite, l'aorte ascendante, tubulaire. Donc des diamètres tout à fait rassurants. Alors, vous voyez, ces deux feuillets mitraux. Je ne sais pas si tu es d'accord, Rite, mais on voit qu'ils sont épaissis. Effectivement, il y a un excès de tissu hein, sur les deux, la valve mitrale et la valve postérieure. On voit que sur le mur, il y a une disjonction, un mouvement en fait du mur postérieur au niveau de l'anneau mitral. Voilà. Effectivement, ça a tendance à glisser, mais il n'y a pas encore l'amincissement, hein, qui est plutôt, enfin, qui est associé aux arythmies. Hein. C'est à ce niveau-là, en fait, ça est en train d'être beaucoup étudié. En fait, c'est ce qu'on appelle la disjonction du mur postérieur qu'on voit dans les maladies de Barlow. En fait, on a ici, alors dans la première étape, c'est le prolapsus bivalvulaire et le mouvement de reptation en fait au niveau du mur inférolatéral. Et on voit en fait ici qu'il commence à y avoir un vide d'écho qui apparaît entre le muscle et la valve mitrale postérieure. Et des études ont montré que quand on faisait des IRM en fait à ces patients-là, il y avait des foyers de fibrose et ça pouvait être arythmogène en fait, et qu'on pouvait retrouver ces cas de mort subite, notamment quand on fait des autopsies, on retrouvait des foyers de fibrose en fait au niveau de cette jonction ici. Et c'est au dépend de la valve, du muscle ventriculaire ou vraiment de la charnière. Alors, sur l'IRM, en tout cas, on voit le foyer de fibrose dans le myocarde. Dans le myocarde. C'est vraiment dans ce myocarde-là. Et après, c'est vrai qu'au niveau électro, on peut demander à nos collègues rythmologues de localiser le SV. Et ils peuvent nous dire qu'effectivement, s'il y a une concordance positive dans toutes les précordiales, ça peut être évocateur d'une ESV de l'anneau mitral. Donc, attention à ces arythmies-là qui peuvent être potentiellement arythmogènes, mais malheureusement, on n'a aucune conduite à tenir encore, il n'y a pas d'efficacité prouvée encore sur les bêta-bloquants. Donc quand on découvre ça, on est bien embêté parce qu'on sait que c'est arythmogène, aucun traitement n'a fait son efficacité. Donc bon, c'est à choisir ce qu'il faut dire aux patients pour pas être anxiogène aussi sur ces choses-là quand il y a des antécédents familiaux d'arythmie ou de mort subite. Et c'est évolutif dans le temps ?
Alors, les premiers signes, c'est effectivement la disjonction. Et après, alors là, on n'a pas encore très franchement, mais en fait, vous allez avoir en fait un espèce de vide d'écho entre le muscle, entre le myocarde et vraiment la valve mitrale, puis la fibreuse. On la verra en mouvement, peut-être. Alors vous voyez là, pendant que Rit, vous faisiez une synthèse de l'état de l'art sur la disjonction, et bien là, vous voyez, là je me suis dit, mais on est vraiment rassuré quand on voit ça, ça peut être qu'une insuffisance mitrale minime, puisqu'il y a une petite ballonisation, c'est assez équilibré, il y a une bonne coaptation, et en fait, en balayant la valve, hein, là, je bec vers le haut, donc je vais vers la commissure antérieure. Hein, et quand je bec vers le bas, je vais vers la commissure postérieure. Et en fait, avec ma couleur, en allant... Donc là, je me suis dit, bon, c'est une petite fuite minime. Et en fait, en becquant vers le haut, de plus en plus, vous voyez, on dégage une fuite, hein, qui est paracommissurale antérieure et qu'on retrouve en fait en petit axe. On va se repositionner. Donc on voit que les feuillets sont redondants, épaissis, hein, grande valve, petite valve. Et quand on met la couleur, on voit que ça émerge surtout en paracommissurale antérieure. Ou on dit antérolatérale. Hein. Et là, vous avez vu passer une toute petite fuite aortique. À la fois, il y a une petite fuite centrale et une fuite au niveau d'une commissure microscopique. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, là-haut. Enfin, c'est anecdotique, hein, mais... Ouais, elle passe de temps en temps entre le feuillet antéro-droit et antéro-gauche. Et antéro-gauche, absolument. Ouais. Alors, bon, on part sur une fuite mitrale, hein, qui n'est pas négligeable, hein, qui n'est pas minime, hein, mais qui n'a pas dilaté le ventricule gauche. Donc, ça ne peut pas être normalement une fuite sévère. Ce sera peut-être une fuite moyenne. Pierre, quand tu dis fuite mitrale non négligeable, c'est de visu, c'est ça? Oui, de visu. Jusqu'à présent. Bon, si vous aimez le tac, alors tac, 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 valve pulmonaire, ah non, bon, un temps, puis voilà, un temps, 117 millisecondes, donc on est plutôt rassuré sur les résistances vasculaires pulmonaires. Avec Erika Bergel, avant, on devait chercher l'IP avec la PEDOF. En 1993. Mais depuis, le Doppler s'est amélioré quand même. Voilà, on a une belle enveloppe. Donc, la valve pulmonaire. Ah oui, il n'y a pas le logiciel. D'accord. Donc, une protodiastole, donc ça fait une 9 plus une PVC à 3. Voilà, 9 plus 3, 12 de PAP moyenne. Hein. On est largement en dessous de 20. Pas d'adiastolie sur le flux d'IP. Une valve aortique tricuspide et on va voir cette valve tricuspide. Alors vous savez qu'il y a l'association, hein, oui. Barlow mitral, Barlow tricuspide. Elle aussi, elle n'est pas très catholique là. Après ça, qu'elle... C'est amusant que tu dises catholique.
Alors, on va augmenter les filtres. Pour les pressions pulmonaires, valve tricuspide. La Pierre, il n'a pas changé l'orientation de la sonde, hein. Donc il a juste béquillé très en avant pour, voilà, pour dégager la valve tricuspide. Et donc vous voyez que cette valve aussi, elle est un peu, elle est présente des anomalies du tissu valvulaire. Elle est un peu redondante, un peu, il y a de l'excès tissulaire. Hein. Bon, la fuite, à l'évidence, elle est minime. Hein. Voilà. Entre le feuillet postérieur et le feuillet antérieur. Hein. Là, je suis plutôt entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Hein. Vous voyez que, Britt, tu peux leur montrer en pointant. Donc là, c'est feuillet septal, feuillet antérieur de la tricuspide. Et si je becque vers le bas, je quitte le feuillet septal et je vais vers le feuillet postérieur de la valve tricuspide. Hein. Et toujours en face, c'est le feuillet antérieur. S'il n'y a que 3 feuillets, évidemment. Hein. Parce que vous savez que la valve tricuspide, parfois, il y en a 4. Ou 5. Ah, il n'y a plus de QRS. Oui, c'est vrai. Alors, cette valvulopathie mitrale, sur une valve de type Barlow, hein, voilà, myxoïde, hein, on est rassuré sur les diamètres, télédiastolique et télésystolique, de toute façon. C'est des fuites qui sont dures à quantifier par la PISA, parfois, parce que c'est parfois des PISA qui sont confinés. Il va falloir essayer de la trouver. C'est que on parle beaucoup de confinement en ce moment. Hein. T'as vu un beau rayon de Pisa là, qui est apparu. Voilà, ça vous plaît? Alors, la PISA. Ça vous va? 0,7. Oui. Avec une vitesse d'aliasing à 31. Et c'est vrai que, alors vous savez que pour la validation de la PISA, faut vérifier que le rayon est relativement constant. Vous pouvez vérifier ça en TM. Hein. C'est là qu'il ne va pas être constant. Non, pas ça. C'est pas mal. Là, c'est relativement constant. Si vous avez des grosses variations, méfiez-vous. Hein. C'est vrai que dans les maladies de Barlow, parfois on peut avoir des fuites qui sont juste télé, parce qu'en fait dans le prolapsus bivalvulaire, il va y avoir deux moments en fait dans la systole. En fait, vous avez le prolapsus bivalvulaire, il va y avoir de la tension, il va y avoir de la tension, et en télé à la fin, là va y avoir une perte en fait de la symétrie. Et c'est surtout ça en fait que c'est là que les chirurgiens nous parlent beaucoup de la symétrie dans la maladie de Barlow, et ça va être capital pour voir si c'est plastifiable ou non. C'est le prolapsus bivalvulaire qui est symétrique et qui va perdre sa symétrie, notamment en fin de systole. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir bien regarder pour notamment parler aux chirurgiens pour le dire, pour nous, est-ce qu'elle est plastifiable ou pas cette valve, si tant est qu'il y ait une indication opératoire. Bon, elle est holosystolique, hein, donc on peut... Le plus souvent, l'IM, elle est mésotélésystolique. Et comment est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Est-ce qu'on prend juste l'enveloppe qu'on a, qui intègre le mésotélésystolique, ou est-ce qu'on va deviner le proto et le prendre aussi? Alors,
pour le coup, si j'ai pas l'enveloppe entière, c'est difficile de deviner, de voir. Donc je fais un faisceau d'arguments en fait. Ça va être sur les critères directs, donc le rayon de la pizza. Si j'ai un rayon de pizza qui est supérieur à 9, une vena contracta qui est supérieure à 7, et j'ai des critères indirects, peut-être qu'on pourra voir aussi les critères indirects pour l'IM sévère. Si j'ai tout ça qui concorde, je peux ne pas avoir de sort, et si j'ai vraiment tous les critères et un VG qui se dilate, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de sort dans ces cas-là. Alors, vous avez vu, là, pour segmenter la valve mitrale, hein, en 2 cavités, c'est Patrick Dehan qui vous rappelait, donc P1 à droite, A2 au centre, P3 à gauche. Et ça permet de segmenter la valve, de distinguer des prolapsus. Et c'est vrai qu'on a l'impression... On l'a vu, Là, pour l'instant, c'est surtout la fuite. Elle est surtout du côté P1. P1, commissure antérieure. Et pas grand-chose sur P3, en fait. Hein? De temps en temps, un petit peu. Il y a un autre rejet qui est un peu au centre, en fait. Hein? Alors justement, quand on a 2G et qu'on veut calculer la SOR, on prend juste... Moi, je me réfugie dans les volumes. Pardon? Je me réfugie dans les volumes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et donc, on va essayer de faire un bel enregistrement Doppler sous Arctic. Alors parfois, donc il faut bien s'aligner. C'est pas la plus belle image pour s'aligner, forcément. Et voilà. Donc il éjecte que 45 ml. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah, attendez, je vais voir si. Est-ce que je suis vraiment bien aligné? Mieux aligné là. C'est angle dépendant le Doppler. Hein. Alors peut-être il a moyenné ou... Sans doute, oui. Donc ça fait un volume éjecté de 50 ml. Et sur mon... Et j'avais un volume télédiastolique à 118. 118 moins... attendez, est-ce que je fais pas une... Attendez, 120 ml. Il en éjecte, on a dit 50? Oui, 50. 120 moins 50. 70. Ça fait beaucoup. 120 moins 50. 50. 70. Mais attendez, en volume télésystolique, il a 32. D'accord? Donc 120 moins 32, ça fait 90. 90 en tout. Il en met 50 dans l'aorte. Oui. Donc il y en a 40 dans l'oreillette gauche. Donc ça, c'est une première estimation. Volume régurgité, 40 ml.
On va voir le profil mitral. Vous savez qu'il y a... On peut faire le rapport des ITV. « 19. J'ai 17 dans la horte, donc le ratio il est plutôt rassurant. Il évoque plutôt une insuffisance mitrale non sévère. Donc tu as un ratio à 1,1, donc c'est inférieur à 1,4, donc c'est une faveur d'une IM qui est non sévère. On va voir la taille de l'oreillette gauche pour les autres critères. Donc on part sur une surveillance annuelle. Bonne hygiène dentaire. Holter. Vous voyez, 16 cm², 51 ml. Donc c'est plutôt rassurant. Il y a un bel auricule gauche qu'on voit à droite. C'est vrai que en 2 cavités, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas 27 ml m², donc on est inférieur à 34. 34. Combien le volume d'OG? 27 ml. 27. Donc on retrouve notre valve tricuspide un peu Barlow. Pas d'hypertension pulmonaire. Et une fuite qu'on a vue tout à l'heure qui est tout à fait modérée. Donc si on résume, c'est un prolapsus qui prédomine au niveau du feuillet postérieur et au niveau de en paracommissurale antérieure. Parce que là, si on se met en A2P2, qu'est-ce qu'on voit? Une petite fuite aussi. Donc il y a un peu en A2P2 et en antérieur. Et alors, là c'est plutôt central. Je vais revoir en parasternal. Remettez-vous un peu vers moi, monsieur. Comme ça, voilà. Et pour toi, ça, le prolapsus, il intéresse les 2 feuillets ou juste le feuillet antérieur? Et c'est ce que je suis en train de me poser comme question. Parce que quand tu te mets en long axe, on a l'impression que la valve postérieure, elle a un petit mouvement restrictif, je sais pas. Oui, ça c'est pas rare dans les Barlow, qui est un mélange un peu de restriction et de mouvements excessifs selon les segments. Donc des types 3. C'est ça? Relativement aux autres feuillets, en fait. Type 3. Oui, donc c'est plutôt... Donc il y a A2P2 au centre, là, et paracommissural antérieur. Et alors, la direction du jet, c'est ce qui va nous dire
Mais tu as raison sur le mouvement. C'est le mouvement de l'anneau. En fait, le mouvement est excessif, hein, là clairement. Et quand je vais... En fait, c'est assez équilibré entre les deux. Hein. Oui. C'est les deux qui prolabent, en fait. En fait, le message, c'est qu'il faut multiplier les incidences. Hein. Tu es d'accord? Ah oui, oui, oui. Siam? Est-ce que tu peux mettre une image figée, s'il te plaît, pour que oui. Rite nous montre cette zone de disjonction? On le voit bien en parasternal ici, c'est là en fait, c'est ce mouvement en fait de l'anneau ici. Hop. Est-ce que tu peux figer? Voilà. Hop. Et vous voyez en fait là, bascule. l'anneau a un mouvement anormal, il y a un mouvement de reptation en fait de l'anneau postérieur ici. C'est ce qui crée le vide d'écho? Alors là, le vide d'écho, on l'a pas encore. Je pense que c'est le début en fait de la maladie. Et effectivement, après, il y a une telle disjonction que vous avez vraiment une... Là, vous voyez, ici, vous allez avoir un vide. Est-ce que tu peux passer encore? Là, ici, vous avez ça qui va commencer à, avec le temps, en fait, s'espacer de plus en plus. Le vide d'écho qui va pas. Donc c'est une maladie évolutive en fait. Hein. C'est pas figé dans le temps. C'est pour ça qu'on les suit. N'hésitez pas à suivre par ECG d'effort, Holter et échographie clinique. Et bonne hygiène dentaire.